Certains disent que la maison, c'est là où on accroche son chapeau. Mais moi, je pense que c'est là où quelqu'un attend votre retour. Cette histoire me vient d'un ancien du Wyoming. Elle s'est transmise comme une vieille courte pointe à travers 3 générations. Elle parle d'une femme qui n'avait plus rien à perdre et d'un homme que toute la ville craignait de regarder dans les yeux. Aucun des deux ne cherchait l'amour. Ils essayaient juste de survivre. Mais parfois, le bon Dieu a des plans qu'on ne voit pas venir. Voici leur histoire, racontée telle qu'on me l'a racontée, simple et vraie, comme les histoires devraient l'être. Le dernier train quitta la gare de Copper Creek. Il traînait son ombre sur le quai comme un linceul funéraire. Rose ne bougea pas. Pendant 3 jours, elle avait frappé à toutes les portes de la ville. La pension, le magasin général, la blanchisserie. Personne n'embauchait une femme seule, surtout sans famille et sans référence. La propriétaire l'avait bien fait comprendre ce matin-là, avec un autre avertissement. Restez loin de ce Callahan. C'est celui que personne ne regarde dans les yeux. 47 $, 2 ans d'économie, disparu à cause d'un escroc nommé Hector Finch. Ses mains tremblaient. Elle les pressa à plat contre sa jupe. Elle sentit une lettre se froisser sous ses doigts, puis elle l'entendit. Des talons de bottes sur le bois, lents et délibérés. Les hommes à l'abreuvoir cessèrent de parler. Le vieil homme sur le porche recula à l'intérieur sans un mot. Rose leva la tête. Un homme sortit du saloon, menant un cheval alezan scellé. Il était grand, les yeux couleur d'eau de ruisseau en hiver, et tout aussi froid. Toute la rue retenait son souffle. Elle se leva. Si cette histoire vous rappelle quelqu'un qui a continué quand la route était dure, laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous regardez aujourd'hui. Comme disait ma grand-mère, les histoires partagées réchauffent le cœur 2 fois. Ouais. Rose se mit en travers de son chemin avant de se raviser. Le cheval alezan s'ébroua en secouant la tête. La main de l'homme alla vers les reins pour calmer l'animal. Mais ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Rose. De près, elle voyait la barbe naissante sur sa mâchoire. Une cicatrice blanche coupait son sourcil gauche. Des lignes profondes marquaient en sa bouche. Monsieur. Sa voix sortit plus stable qu'elle ne l'espérait. Les 2 hommes à l'abreuvoir n'avaient pas bougé. Elle sentait leur regard dans son dos. « Je ne demande pas la charité, » dit-elle. « Je propose un marché. » Il ne répondit pas. Il la regarda juste comme on regarde un chien errant qui bloque la route. Il décidait s'il fallait contourner ou attendre. Rose leva le menton. « Je sais cuisiner, je sais nettoyer, je raccommode les vêtements aussi bien que n'importe quelle femme de cette ville. » Elle déglutit. « J'estime que ça vaut un toit, n'est-ce pas? » Toujours rien. Le cheval changea d'appui, faisant craquer le cuir. « Vous ne me connaissez pas, » dit-il enfin. Sa voix était basse, rugueuse, comme du gravier traîné sur du bois. « Non, monsieur. En effet. » Rose garda les mains le long du corps, même si elle voulait trembler. « Mais je sais que je n'ai nulle part où aller, et il me semble que vous n'êtes pas pressé de rester ici non plus. » Quelque chose vacilla dans ses yeux froids. Pas de la chaleur, rien de proche, mais quelque chose. Il regarda derrière elle vers la pension où Madame Henley observait derrière le rideau. Puis il revint à Rose. Son regard tomba sur ses mains calleuses. La cicatrice sur sa phalange droite, due à un accident de métier à tisser 3 ans plus tôt. Les ongles coupés courts et rugueux, des mains de travailleuses, des mains qui connaissaient le labeur. « Il y a un restaurant de l'autre côté de la rue, dit-il. Je vous offre le souper. Vous me racontez votre histoire. » Il fit une pause. « Ensuite, on verra. » Il marcha vers le petit bâtiment sans se retourner. Rose resta là un instant, le cœur battant contre ses côtes. Les hommes à l'abreuvoir fixaient ouvertement maintenant. Le rideau de Madame Henley était retombé. Elle ramassa sa valise. Le restaurant sentait la graisse de bacon et les haricots bouillis. 4 tables en bois, un comptoir au fond, des mouches bourdonnant contre la vitre. Rose suivit l'homme appelé Callahan vers une banquette en coin, loin de la lumière. Il commanda 2 bols de soupe aux haricots blancs sans lui demander son avis. Elle ne se plaignit pas. Quand la nourriture arriva dans des bols en grès brun, avec des cuillères en étain bosselé, Rose attendit. Elle le regarda prendre sa cuillère en premier. C'est alors seulement qu'elle prit la sienne. Il le remarqua. Il ne dit rien. « Je m'appelle Beau, » dit-il entre 2 bouchées. « Beau Callahan. Rose. Rose Whitmore. Whitmore. » Il répéta le nom lentement. « C'est votre nom de femme mariée, c'était. »
Rose goûta la soupe, sel, gras de porc et haricots tendresse. Son estomac se serra de faim. Thomas est décédé il y a 2 ans. La typhoïde l'a emporté. Beau grogna. Il continua de manger. Nous travaillions ensemble à l'usine, poursuivit Rose. Lowell, Massachusetts. 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Elle posa sa cuillère. C'était un homme bon. Il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. La plupart des gens ne le méritent pas. Elle lui raconta le reste. L'annonce dans le journal de Boston. Les lettres d'Hector Finch. Chacune plus chaleureuse que la précédente. Les 47 $, 2 ans d'économie. Les repas sautés, les chaussures raccommodées jusqu'à l'usure des semelles. Je suis arrivé il y a 3 jours, dit-elle. Finch n'est jamais venu. J'ai vérifié au bureau du télégraphe. Aucun homme de ce nom enregistré à Denver. Ses mains reposaient à plat sur la table, paume vers le bas. Je me suis fait escroquer. Monsieur Callahan. Tout simplement. Beau épongea le reste de sa soupe avec un morceau de pain. Ses yeux revinrent sur ses mains, les callosités, les cicatrices. Vous avez de la famille dans l'Est. Personne qui veuille de moi. Des amis. Plus maintenant. Il mâcha, avala, posa son pain. L'endroit où je vis est à 2 heures d'ici, dit-il. Une cabane que ma mère a construite avec mon père avant ma naissance. Elle est décédée il y a 2 ans. Je suis seul là-bas depuis. Rose attendit. Son pouls battait fort dans sa gorge. Ce n'est pas grand-chose. Une pièce, un grenier, un puits à l'arrière. Il croisa son regard. Je ne cherche pas une femme. Pas dans le sens où vous l'entendez. Mais j'aurais besoin de quelqu'un pour tenir la maison. Cuisiner. S'occuper de ce que ma mère a laissé. Et en retour, un toit sur votre tête, de la nourriture dans votre ventre. Mon nom. Si vous en avez besoin pour éviter les questions des gens. La bouche de Rose devint sèche. Pourquoi? Vous ne me connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Beau resta silencieux un long moment. Le bruit du restaurant remplit le silence. Vaisselle qui s'entrechoque, voix basse, une chaise raclant le sol. Ma mère est venue ici de la même façon que vous, dit-il enfin. Elle a répondu à une annonce. Parcouru 1500 miles pour épouser un inconnu. Il repoussa son bol vide. Elle disait que l'Ouest n'est pas tendre avec ceux qui ne s'entraident pas. Il se leva, jeta des pièces sur la table. On part dans 1 heure. Prenez vos affaires. Rose le regarda sortir dans la lumière déclinante. Ses mains tremblaient à nouveau. Elle les pressa à plat contre la table jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Elle ne n'avait pas demandé pourquoi toute la ville avait peur de lui, et il n'avait pas proposé de le lui dire. Le sentier serpentait à travers des collines jaunes sous un ciel si vaste qu'il en faisait mal aux yeux. Rose était assise derrière Beau sur le cheval alezan. Ses mains agrippaient l'arrière de la selle, sa valise attachée aux sacoches. Le cuir craquait à chaque pas. Les muscles du cheval bougeaient sous elle, un rythme auquel elle n'était pas habituée. Ses cuisses lui faisaient mal, son dos aussi. Le soleil pesait sur ses épaules comme un fer brûlant. Pendant 2 heures, aucun d'eux ne parla. Les seuls bruits étaient les sabots sur la terre battue et le murmure du vent dans l'herbe sèche. Et au loin, le cri d'un faucon qui tournoyait. Rose observait le dos de Beau, la posture de ses épaules, la façon dont il tenait les rênes, souple mais ferme. Il ne se retournait pas, ne vérifiait pas si elle était toujours là. Il chevauchait simplement. La terre s'étendait dans toutes les directions. Pas de clôture, pas de route, pas de maison. Juste de l'herbe, le ciel et la ligne bleue des montagnes au loin. Rose n'avait jamais vu autant d'espace vide de sa vie. À Lowell, on ne pouvait pas faire 10 pieds sans heurter quelqu'un. Ici, une personne pouvait disparaître et ne jamais être retrouvée. Cette pensée s'installa dans son estomac comme une pierre froide. Ils franchirent une crête et Beau arrêta le cheval. En contrebas, niché dans un pli de la vallée, se trouvait une cabane. C'était plus petit que Rose ne l'avait imaginé. Des planches de pin gris, argentées par des années de soleil et de vent. Un toit de bardeaux de bois rapiécé par endroits avec du bois neuf. Une fenêtre orientée à l'est, le verre trouble de poussière. Un porche courait le long de la façade, les planches s'affaissant légèrement au milieu. Mais derrière, un ruisseau coulait clair et brillant sur un lit de pierre lisse. Des sols bordaient les rives, leurs branches traînant dans l'eau. Le son lui parvenait même d'ici, un murmure doux et constant. Beau fit avancer le cheval sans un mot.
Ils descendirent de la pente et s'arrêtèrent devant le porche. Beau mit pied à terre, puis tint le cheval pendant que Rose descendait. Ses jambes faillirent se dérober quand ses bottes touchèrent le sol. Elle agrippa la selle pour se stabiliser. Beau mena le cheval vers un petit corral derrière la cabane. Rose resta seule devant la porte, sa valise à la main. Elle regardait l'endroit censé être sa maison. La porte n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit à son contact, les gonds gémissant. À l'intérieur, la poussière flottait dans l'air, capturée par la lumière de la fenêtre. Rose franchit le seuil. Ses bottes laissèrent des empreintes sur le sol. Une seule pièce, une cuisinière en fonte dans le coin, froide et noire. Une table avec 2 chaises, l'une repoussée comme si quelqu'un venait de se lever. Un lit contre le mur du fond, couvert d'une courte pointe patchwork indigo délavé et rouge rouille. Les points étaient petits et réguliers. L'œuvre de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Un fauteuil à bascule se trouvait près d'un poêle Franklin, orienté vers la fenêtre. Un panier de raccommodage reposait à côté, une aiguille encore enfilée, plantée dans une pièce inachevée. Sur une étagère au-dessus du lit, une photographie dans un cadre en bois. Rose traversa la pièce et la prit. À travers la poussière sur le verre, un visage de femme la regardait, cheveux gris tirés en arrière. Des yeux doux, une bouche qui avait dû sourire facilement autrefois. Rose utilisa le coin de sa manche pour nettoyer le verre. Elle ne demanda pas qui c'était. Elle le savait déjà. Elle reposa la photo sur l'étagère exactement où elle était. Quand elle se retourna, Beau se tenait dans l'encadrement de la porte. Il l'observait. Son visage était illisible. « C'est une bonne maison, » dit Rose. « Solide. Ma mère en a construit la majeure partie. » Sa voix était calme. « Papa a aidé, mais c'est elle qui savait où tout devait aller. » Rose regarda la courte pointe sur le lit, les poings minutieux. Elle avait de bonnes mains. Ouais, la mâchoire de Beau se serra. C'est vrai. Le silence remplit l'espace entre eux. Le ruisseau murmurait dehors. Une mouche bourdonnait contre la vitre. Il y a un puits derrière, dit finalement Beau. Les latrines sont après le chêne. Il recula de l'entrée. Je serai sur le porche si vous avez besoin de quelque chose. Monsieur Beau? Il la coupa. Juste Beau. Rose hocha la tête. Beau, merci. Il se détournait déjà. Ne me remerciez pas encore, madame. L'hiver ici n'est pas tendre. Elle entendit ses bottes sur les planches du porche, puis le craquement d'une chaise quand il s'assit. Rose resta seule dans la cabane. La poussière retombait autour d'elle. La lumière de l'après-midi déclinait, devenant or, puis orange, puis grise. Elle trouva une bassine en étain sous la table, un seau d'eau près de la porte. Elle pompa de l'eau du puits, la rapporta à l'intérieur. Elle commença à essuyer les surfaces, la table, les chaises, la cuisinière. Ses mains bougeaient sans réfléchir, comme elle l'avait fait pendant 12 ans à l'usine. Le travail était quelque chose qu'elle comprenait. Elle ne toucha pas au panier de raccommodage. Elle laissa le fauteuil à bascule là où il était ce soir-là. Beau dormit sur le porche dans une vieille chaise en bois, une couverture tirée sur ses épaules. Rose s'allongea sur le lit, la courte pointe remontée jusqu'au menton. Elle sentait la lavande, la poussière et autre chose. Peut-être le parfum d'une femme disparue depuis longtemps. Le ruisseau chantait derrière la fenêtre. Les étoiles étaient plus brillantes que toutes celles qu'elle avait jamais vues. Elle ne dormit pas. Aux petites heures, elle entendit Beau se lever. Elle entendit ses pas traverser le porche, s'arrêter à la porte. Il resta là un long moment, puis il s'éloigna. Rose fixa le plafond. La photo sur l'étagère captait le clair de lune, le visage de la femme pâle et observateur. Elle se demanda depuis combien de temps Eliza May Callahan était morte, et ce qui était arrivé à l'homme qui avait construit cette cabane avec elle. L'homme que Beau n'avait pas mentionné une seule fois. Le premier mois passa dans le silence et les petits gestes. Rose apprit le rythme de la cabane. Le craquement du plancher dans le froid du matin, la lumière traversant la pièce au fil de la journée, le bruit des bottes de Beau sur le porche avant l'aube. Elle apprit quand parler et quand se taire. La plupart du temps, elle se taisait. Ils échangeaient peut-être 10 phrases par jour, parfois moins. Mais un matin de début juillet, Beau apparut dans l'encadrement de la porte. Rose lavait la vaisselle du petit déjeuner. « Venez avec moi, dit-il. » Elle essuya ses mains sur son tablier et le suivit. Il la conduisit derrière la cabane, après le puits, là où la prairie descendait vers Willow Creek. L'herbe était encore humide de rosée, argentée dans la lumière matinale. Ses bottes laissaient des traces sombres en marchant. Beau s'arrêta près d'une flaque de boue au bord de l'eau. Il s'accroupit et pointa du doigt.
Vous voyez ça? Rose s'agenouilla près de lui. Dans sa terre molle, des empreintes profondes et nettes. Deux grandes empreintes, deux plus petites à côté. Les bords étaient nets, la boue encore humide. Des cerfs, dit Beau. Une bêche avec son fayon. Passez par ici vers l'aube. Rose tendit la main et toucha l'empreinte la plus proche. La boue était fraîche sous son doigt. Comment savez-vous que c'était l'aube? La rosée se dépose déjà dans la trace, ça veut dire qu'elle a été faite avant que le soleil ne touche cet endroit. Il se leva, essuya ses mains sur son pantalon. On apprend à lire la terre ici. Elle vous dit des choses si vous faites attention. Cet après-midi-là, il l'emmena sur la pente derrière la cabane. Le soleil tapait fort, chaud et sec. Les sauterelles cliquetaient dans les broussailles, sautant loin de leurs pieds. Beau marchait devant, s'arrêtant parfois pour montrer des plantes que Rose n'avait jamais vues. Oignon sauvage. Il en arracha un du sol et le montra. Le bulbe était petit et blanc. Les tiges vertes flétries par la chaleur. Sentez ça. Rose le prit et le porta à son nez. Vif et piquant, bon dans le ragoût, dit Beau. Bon cru si vous n'avez rien d'autre. Il avança, montra un buisson bas couvert de baies violettes foncées. Amélanchier est mûr maintenant. Cueillez-en autant que vous pouvez en porter. Rose en cueillit une et mordit dedans. Douce et tendre, avec de petites graines qui croquaient sous la dent. Et ça. Beau s'accroupit près d'une plante aux racines épaisses et charnues, aux fleurs roses pâles. Racines amères. Pelez la couche extérieure. Faites bouillir le reste. Ça n'a pas beaucoup de goût, mais ça vous gardera en vie quand la neige viendra. Rose répéta les noms dans sa tête. Oignon sauvage, amélanchier, racines amères. Elle ne lui demanda pas de répéter. Ils montèrent plus haut. La pente devint plus raide. Les rochers instables sous les bottes de Rose. Elle regardait le dos de Beau, essayant de marcher là où il marchait. Son pied glissa sur une pierre plate. Elle tomba lourdement, son genou droit heurtant le granit. La douleur remonta dans sa jambe. Elle s'entendit halter, sentit le filet chaud du sang tremper son bas. Beau s'arrêta, se retourna, la regarda. Il ne revint pas. N'offrit pas sa main. Il resta juste là, 10 pieds plus haut sur la pente, à attendre. Rose serra les dents, fin. Elle appuya sa paume contre le rocher et se releva. Son genou la lançait. Le sang coulait le long de son tibia jusque dans sa botte. Elle fit un pas, puis un autre. Sa mâchoire était serrée, ses yeux piquaient, mais elle continua d'avancer. Beau hocha la tête une fois, se tourna et continua de marcher. Quand ils atteignirent la crête, la jambe de Rose était raide et douloureuse. Mais elle ne s'était pas plainte, n'avait pas demandé à s'arrêter. Quand Beau s'arrêta enfin au sommet, surplombant la vallée, il la regarda différemment d'avant. « Vous ferez l'affaire, dit-il. » Ce soir-là, ils s'assirent sur le porche alors que le ciel devenait orange et violet sur les montagnes. Rose avait enveloppé son genou avec une bande de tissu propre. Le saignement avait cessé, la douleur s'était estompée en un élancement sourd. Beau était assis sur sa chaise, taillant un morceau de pain. Les copeaux s'enroulaient à ses pieds. « Ce ruisseau, dit Rose en hochant la tête vers l'eau. Il a un nom, Willow Creek. » Il ne leva pas les yeux de son travail. Il descend tout droit des montagnes, se jette dans la rivière Powder et environ 30 miles au sud. C'est votre mère qui l'a nommé? Non, il avait ce nom avant qu'elle arrive. Avant que quiconque n'arrive, j'imagine. Il resta silencieux un moment. Elle s'asseyait juste là où vous êtes, chaque soir après le souper. Elle disait que le bruit de l'eau l'aidait à réfléchir. Rose écouta. Le ruisseau murmurait sur ses pierres. Régulier et bas, elle comprit ce que sa mère voulait dire. « Beau, qu'est-il arrivé à votre père? » Ses mains s'arrêtèrent, le couteau plana au-dessus du bois. Ses épaules se raidirent. Le silence s'étira entre eux. Le ruisseau continuait de chanter. Un oiseau de nuit appela quelque part dans l'obscurité. « Ça, dit finalement Beau, c'est une histoire pour un autre soir. » Il se leva et quitta le porche, disparaissant dans les ombres au-delà de la cabane. Rose resta seule, écoutant l'eau. Les étoiles apparurent une à une, éparpillées dans le ciel noir comme du sel renversé. Elle regarda la chaise vide à côté d'elle. Elle commençait à comprendre que cet endroit contenait plus que de la poussière et des souvenirs. Il contenait des secrets, et Beau Callahan n'était pas prêt à les partager. Rose trouva la boîte à couture sur la 3e étagère du placard d'angle, derrière une pile de journaux jaunis et une boîte de clous rouillés. Le bois était du noyer foncé,
usée et lisse sur les bords par des années de manipulation. Elle souleva le couvercle. À l'intérieur, des bobines de fil reposaient dans leur compartiment. Bleu indigo, rouge garance, blanc crème, vert forêt. Les aiguilles étaient piquées dans une bande de feutre de laine, encore pointue. Un dé à coudre se trouvait dans le coin, bosselé mais entier. Elle porta la boîte à la table et la posa avec précaution. Ce soir-là, quand Beau rentra après avoir réparé la clôture du corral, elle la montra du doigt. J'ai trouvé ça dans le placard. Ça vous dérange si je l'utilise? Beau regarda la boîte. Sa mâchoire se serra un instant. Rose crut avoir fait une erreur. Elle voudrait que quelqu'un l'utilise, dit-il enfin. Mieux que de la laisser là à tomber en poussière. Il passa devant elle vers la bassine sans un autre mot. Rose passa les 3 soirées suivantes à travailler sur une nappe. Elle utilisa d'abord le fil crème, posant une base de point simple. Puis elle ajouta des fleurs jaunes le long de la bordure. Des marguerites sauvages, comme celles qui poussaient dans la prairie derrière la cabane. Ces pointes n'étaient pas aussi fins que ceux de la courte pointe, mais ils étaient réguliers. Ils tinrent bon quand elle étendit la nappe finie sur la table. Beau ne fit aucun commentaire. Mais ce soir-là, il s'assit pour manger sans hésitation. Son assiette centrée sur le tissu brodé, ses yeux parcoururent les fleurs jaunes une fois, puis il prit sa fourchette et commença à manger. Rose ne dit rien, mais quelque chose se détendit dans sa poitrine. Le lendemain matin, Beau partit avant l'aube avec son fusil. Rose entendit la porte se fermer, ses bottes sur le porche, le cheval s'éloignait vers la lisière des arbres. Elle fit du café, balaya le sol, vérifia le levain qu'elle avait commencé la semaine précédente. À midi, elle avait cuit 2 pains de maïs dans la cocotte en fonte. L'odeur remplissait la cabane. Farine de maïs, graisse de porc fondue, la légère douceur de la mélasse. Elle posa les pains sur la table pour refroidir et sortit arracher des oignons sauvages près du ruisseau. Beau revint en fin d'après-midi avec un lapin sur l'épaule. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Rose était debout près de la cuisinière, dos à lui, remuant le ragoût de lapin qu'elle avait commencé 1 heure plus tôt. Elle l'entendit entrer, mais ne se retourna pas. L'odeur du pain de maïs se mêlait maintenant au ragoût. Viande, oignons et quelque chose de plus profond. Quelque chose qui rendait l'atmosphère de la cabane différente d'avant. Quand elle se retourna enfin, Beau était toujours debout juste à l'intérieur. Ses yeux étaient fermés, sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. Il ouvrit les yeux et la regarda. « Ça sent comme la cuisine de ma mère, dit-il. » Sa voix était rauque. Rose essuya ses mains sur son tablier. « J'ai trouvé son livre de recettes dans le placard. J'espère que ça ne vous dérange pas. » « Ça ne me dérange pas. » Ils mangèrent en silence. Il finit son bol, puis prit un 2e morceau de pain de maïs sans demander. Rose le regarda le déchirer en 2, le passer dans le jus du ragoût. Le porter à sa bouche. « C'est pas mauvais, dit-il. » Rose serra les lèvres pour s'empêcher de sourire. « Un grand compliment. Ne prenez pas la grosse tête. » Elle se leva pour débarrasser. « Il y en a d'autres d'où ça vient. » J'ai remarqué. Après le souper, ils s'assirent sur le porche alors que le ciel devenait violet. L'air s'était rafraîchi, portant l'odeur du pain et de l'eau du ruisseau. Rose serra son châle autour de ses épaules. Thomas disait que je cuisinais mieux que sa maman. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Je pense qu'il mentait, mais c'était un gentil mensonge. Beau ne répondit pas tout de suite. Il regardait la prairie, les mains posées sur ses genoux. « Vous avez été mariés combien de temps? » « 2 ans. Ça aurait fait 3 en octobre. » Rose regarda un faucon tournoyer loin au-dessus de la lisière des arbres. C'était un homme bon, calme comme vous. Il travaillait dur. Ne se plaignait pas. Elle fit une pause. Il méritait mieux que ce qu'il a eu, comme la plupart des gens. Le silence s'étira entre eux. Rose réalisa qu'elle retenait son souffle. Elle le relâcha lentement. « Votre mère, dit-elle. Comment s'appelait-elle? » « Eliza. Eliza May Callahan. Joli nom. » C'était une jolie femme. La voix de Beau s'adoucit, mais dure à la tâche. Il le fallait ici. Papa disait qu'elle travaillait plus que 2 hommes réunis. Rose pensa à la boîte à couture, au point soigné sur la courte pointe, au livre de recettes avec ses notes manuscrites à l'encre effacée. « Elle vous a appris à lire la terre, dit Rose. N'est-ce que pas? Elle et la terre elle-même, surtout la terre. » Un autre silence. Le faucon avait disparu derrière la crête. « Beau, cette cicatrice sur votre main,
la langue sur le dos. Il baissa les yeux sur sa main droite, la retourna. La cicatrice était blanche et épaisse, allant des phalanges au poignet. Brûlure de corde il y a 10 ans. Le bétail a pris peur pendant un convoi. La corde a mal pris ma main. Il n'en dit pas plus. Rose ne posa pas de questions. Mais plus tard cette nuit-là, allongée dans le noir avec le bruit du ruisseau, elle remarqua quelque chose. Beau était rentré plus tôt aujourd'hui que n'importe quel autre jour depuis son arrivée. Et quand il s'était tenu dans l'encadrement de la porte, les yeux fermés, respirant l'odeur du pain de maïs et du ragoût, les lignes dures autour de sa bouche s'étaient adoucies. Elle fixa le plafond. Elle commençait à changer cet endroit. Et elle se demandait si cet endroit commençait à la changer, elle aussi. Le trajet jusqu'à Copper Creek prit 2 heures sur la vieille mule que Beau appelait Molly. Rose partit aux premières lueurs, une liste dans sa poche et des pièces nouées dans un mouchoir à sa taille. Beau avait compté l'argent lui-même, assez pour de la farine, du sel, du café et du kérosène pour les lampes. Le magasin général de Peterson, avait-il dit. Dites-lui de mettre ça sur mon compte si vous manquez d'argent. La route serpentait à travers les collines sèches et l'herbe jaune. Molly avançait à son propre rythme, indifférente aux tentatives de Rose pour la presser. Quand les premiers bâtiments de Copper Creek apparurent à l'horizon, le soleil était déjà haut et chaud. Rose attacha Molly au poteau devant chez Peterson et monta sur le trottoir en bois. Ses bottes résonnèrent dans le calme matinal. Un homme assis sur un tonneau devant le saloon leva les yeux, plissa le regard, puis détourna la tête. La cloche au-dessus de la porte tinta quand elle entra. Chez Peterson, ça sentait le cuir, le tabac et la douceur piquante de la mélasse. Des tonneaux bordaient les murs. Sucre, riz, haricots secs. Des étagères montaient jusqu'au plafond, empilées de conserves et de rouleaux de tissu. Derrière le comptoir, un homme mince à lunettes leva les yeux de son grand livre. 2 femmes se tenaient près du tonneau de cornichons, têtes penchées l'une vers l'autre. Au son de la cloche, elles cessèrent de parler. Leurs yeux se posèrent sur Rose, puis l'une sur l'autre, puis ailleurs. Rose marcha vers le rayon de la farine. Elle sentait leurs regards dans son dos alors qu'elle examinait les sacs. 5 livres, 10 livres, 20. Elle prit le sac de 5 livres. Elle le retourna pour vérifier s'il y avait des trous de charançon. « C'est vous qui vivez chez les Callahan. » La voix venait de derrière elle. Rose se retourna. La femme avait peut-être 50 ans, cheveux gris tirés en arrière, robe noire boutonnée jusqu'au cou malgré la chaleur. Ses yeux étaient petits et durs, sa bouche pincée en une ligne fine. « Oui, madame, dit Rose. C'est moi. Je suis Martha Morrison. » Le nom frappa Rose comme de l'eau froide. Morrison. La famille dont la dame de la pension l'avait avertie. « Madame Morrison. » Rose garda une voix égale. « Ravi de vous rencontrer, j'en doute. » La femme s'approcha. Elle sentait l'eau de lavande et quelque chose d'aigre en dessous. « Mon fils Tom a failli perdre l'usage de sa main à cause de cet homme pour qui vous tenez la maison. Il vous l'a dit? » Les doigts de Rose se serrèrent sur le sac de farine. Il m'a dit qu'il y avait eu des ennuis. Des ennuis. La lèvre de Madame Morrison se retroussa. C'est comme ça qu'il a appelé ça. Cet homme est dangereux. Ma fille, il a un tempérament que personne ne peut contrôler. Vous feriez bien de vous éloigner de lui tant que vous le pouvez encore. Les 2 femmes près du tonneau de cornichons avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. L'homme derrière le comptoir regardait aussi, sa plume figée au-dessus du grand livre. Rose posa le sac de farine sur le comptoir. Elle regarda Madame Morrison droit dans les yeux. « Madame, j'apprécie votre inquiétude. » Vraiment, elle garda sa voix stable, bien que son cœur battît fort. « Mais je pense connaître Beau Callahan mieux que la plupart des gens ici. En tout cas, je n'ai pas peur de le regarder dans les yeux. » Le visage de Madame Morrison devint rouge. « Pauvre sotte, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. »« Peut-être pas. » Rose plaça le bidon de kérosène à côté de la farine. « Mais je sais ce que j'ai vu. Et j'ai vu un homme qui travaille dur, tient sa parole, et n'a pas haussé le ton une seule fois en 6 semaines. » Elle se tourna vers l'homme derrière le comptoir. « Monsieur Peterson, je voudrais régler, s'il vous plaît. » Elle paya en pièces, refusant de mettre quoi que ce soit sur le compte de Beau, qu'il voie qu'elle avait son propre argent, qu'il voie qu'elle n'était pas une créature sans défense retenue contre son gré. Le retour sembla plus long que l'aller.
Le soleil tapait sur les épaules de Rose. Les sabots de Molly soulevaient une poussière qui collait à sa peau moite. Quand la cabane apparut, sa gorge était sèche et sa tête lui faisait mal. Beau était assis sur le porche quand elle arriva. Il se leva quand elle descendit, prit les rênes de Molly sans un mot, mena la mule au corral. Rose porta les provisions à l'intérieur. Ses mains tremblaient quand elle les posa sur la table. Ce soir-là, ils mangèrent en silence. Le pain de maïs resta intact entre eux. Rose poussait les haricots dans son assiette. Son appétit avait disparu. Finalement, elle posa sa fourchette. J'ai rencontré Martha Morrison aujourd'hui. La main de Beau s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Il baissa sa cuillère. Elle avait des choses à dire sur vous, continua Rose. À propos de son fils, à propos de ce qui s'est passé, j'imagine que oui. Racontez-moi. Beau resta silencieux un long moment. Dehors, le ruisseau murmurait sa chanson sans fin. Un oiseau de nuit appela quelque part dans l'obscurité. Tom Morrison, dit-il enfin, il y a 1 an et demi, une partie de cartes au saloon. Il prit son café, but une gorgée lente. Il avait bu, il perdait, il a décidé que je trichais. C'était le cas? Non. Que s'est-il passé? Il a sorti un couteau, m'a foncé dessus à travers la table. Beau posa sa tasse, j'ai attrapé son poignet, tordu, entendu l'os craquer. Il regarda ses mains, étalées à plat sur la table. J'en étais pas fier, mais c'était lui ou moi. Rose observait son visage, la ligne dure de sa mâchoire, la façon dont ses yeux restaient fixés sur ses mains. Pourquoi ne pas l'avoir dit au shérif? Morrison a de l'argent. Le shérif a des dettes. Beau haussa les épaules. Pas besoin de réfléchir longtemps. Alors, vous les avez laissés dire ce qu'ils voulaient sur vous. Qu'est-ce que je pouvais faire? Rester dans la rue et discuter avec chaque idiot qui croyait la version des Morrison? Il secoua la tête. Ça n'en valait pas la peine. Rose tendit la main à travers la table. Ses doigts effleurèrent le dos de sa main un instant, léger comme un souffle. « Je vous crois, dit-elle. Beau leva les yeux. Son regard chercha son visage. Juste comme ça. J'ai travaillé 12 ans dans une usine pleine de menteurs. Beau, je sais à quoi ressemble un homme quand il dit la vérité. Il la fixa un long moment. Puis quelque chose changea sur son visage. Pas un adoucissement. Pas exactement, mais le mur derrière ses yeux sembla s'amincir. Vous êtes une femme étrange, Rose Whitmore. On m'a traité de pire que ça. Le coin de sa bouche tressaillit, presque un sourire. Dehors, le vent s'était levé. Rose l'entendit bouger dans l'herbe, entendit le craquement des planches du porche, entendit d'autres choses en dessous de tout ça. Un grondement sourd, lointain, qui aurait pu être le tonnerre. Beau tourna la tête vers la fenêtre. Son presque sourire disparut. « Une tempête arrive, dit-il. Une grosse, à ce qu'on sent. » Rose regarda le ciel qui s'assombrissait. Elle ne savait pas encore à quel point il avait raison. La soirée arriva lentement, dorée. Rose était assise sur le porche, une chemise déchirée sur les genoux, l'aiguille traversant le tissu usé. Beau était à côté d'elle sur l'autre chaise, une pierre à aiguiser dans une main, son couteau de chasse dans l'autre. Le frottement de l'acier contre la pierre remplissait le silence entre eux, régulier, rythmé. Leurs épaules étaient proches, sans se toucher, mais assez près pour que Rose sente sa chaleur à travers sa manche. Aucun ne parlait. Le ciel devint orange, puis violet, puis ce bleu profond qui précède les étoiles. Le ruisseau chantait derrière la cabane. Quelque part dans la prairie, un engoulevent chantait sa chanson du soir. Rose noua son fil et le coupa avec les dents. Fini. Beau jeta un coup d'œil à la chemise raccommodée, hocha la tête une fois, retourna à son couteau. Elle ne bougea pas pour rentrer. Lui non plus. Ils restèrent assis jusqu'à l'apparition des étoiles, éparpillés dans le ciel noir comme du sel sur une table sombre. L'air se rafraîchit. Rose serra son châle. Beau posa son couteau et sa pierre, reposa ses mains sur ses genoux. « Bonne nuit, dit Rose enfin. Nuit. Elle rentra. Mais avant de fermer la porte, elle regarda en arrière. Beau était toujours assis là, regardant l'obscurité, la lumière des étoiles accrochant les traits de son visage. Le lendemain matin, Rose se réveilla dans une cabane vide. Elle le trouva Beau sur le porche, debout près de la rambarde. Son café intact sur la rambarde à côté de lui. La vapeur montait dans l'air frais. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne répondit pas tout de suite. Rose sortit près de lui, serrant son châle contre le froid matinal.
Elle suivit son regard. Le ciel au nord était anormal. Des nuages s'empilaient haut au-dessus des montagnes. Pas les nuages blancs des orages d'été, mais quelque chose de plus sombre, lourd, couleur d'ardoise mouillée, meurtrie et gonflée. Sec depuis 6 semaines, dit Beau. Sa voix était plate. Le sol est cuit dur comme de la pierre. Les montagnes ont retenu la fonte des neiges. Rose regarda une volée de carouges à épaulettes s'élever de la prairie, virant vers l'est en une vague sombre. D'autres oiseaux suivirent, puis d'autres encore. Le ciel s'en remplit, tous allant dans la même direction. Quand cette eau va descendre, continua Beau, elle ne s'infiltrera pas. Elle va courir vite. À un contrebas dans la vallée, Rose voyait des formes sombres bouger dans l'herbe jaune. Des bisons, un petit troupeau, peut-être 15 têtes, avançant régulièrement vers les hauteurs. Les animaux savent, dit-elle. Ils saignent toujours en premier. Beau se détourna de la rambarde. Il passa devant elle pour entrer dans la cabane, ressortit un instant plus tard avec ses sacoches. Rose le regarda traverser vers le corral. Le regarda jeter la couverture sur le dos de l'alezan. Le regarda sangler la selle fermement. Où allez-vous? En ville. L'estomac de Rose se serra. Beau, ils sont pile sur le chemin. Il tira la sangle, la vérifia. Le ruisseau traverse Main Street tout droit. Quand cette eau va frapper, elle emportera tout avec elle. Ils ne vous écouteront pas. Probablement pas. Il se hissa en selle. La lésane dansa de côté, sentant quelque chose dans l'air. Beau le stabilisa avec ses genoux. Rose marcha jusqu'à la clôture du corral. Ses mains agrippèrent le bois rugueux jusqu'à ce que des échardes mordent ses paumes. Alors pourquoi y aller après tout ce qu'ils ont dit sur vous? Après cette femme, Morrison? Parce que c'est ce qu'il faut faire. Sa voix était stable. C'est tout. Rose le regarda. La lumière du matin était derrière lui, plongeant son visage dans l'ombre. Elle ne pouvait pas lire son expression. Beau. Il la regarda. Est-ce que vous devez revenir? La question resta suspendue dans l'air entre eux. Rose l'entendit différemment de ce qu'elle voulait dire. Entendit ce qu'elle demandait vraiment. Beau resta silencieux un long moment. Le vent se leva, portant l'odeur de la pluie. Une pluie qui n'était pas tombée depuis 6 semaines. Puis quelque chose changea dans ses yeux. La froideur qu'elle avait vue ce premier jour à la gare, le mur qu'il gardait entre lui et le monde s'était aminci. Oui, dit-il, j'ai une raison de le faire. Il se pencha, sortit le colt de son étui, le lui tendit. Vous savez vous en servir. Rose prit de l'arme. Le métal était chaud de son corps, lourd dans ses mains. Au cas où je serais en retard, dit-il, elle voulait dire quelque chose qui lui ferait comprendre. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Beau tourna le cheval vers la route, puis il s'arrêta, regardant en arrière. Rose se tenait à la clôture, l'arme dans les mains, le vent tirant ses cheveux. Il hocha la tête une fois. Elle répondit de même. Puis il lança l'alezan au galop et disparut derrière la crête dans un nuage de poussière. Rose resta là longtemps après sa disparition. Le vent forcit, pourtant l'odeur de la pluie et autre chose. Quelque chose de métallique et froid. Elle retourna au porche, s'assit sur la chaise de Beau. Le bois était encore chaud là où il s'était assis la veille. Elle posa le colt sur ses genoux et attendit. Les nuages se rapprochaient. Les oiseaux s'étaient tus. Même le ruisseau semblait retenir son souffle. Puis elle le vit au loin, là où les montagnes rencontraient le ciel. Un mur de ténèbres descendait la vallée. Pas des nuages, pas une ombre. De l'eau. Une vague brune et bouillonnante charriant arbres et débris. Elle roulait vers la vallée en contrebas, comme la main de quelque chose d'ancien et de colérique. Rose se leva. La ville était directement sur son chemin, et Beau chevauchait droit vers elle. Beau entra dans Copper Creek au grand galop. Main Street était calme, quelques personnes sur le trottoir. Un chariot garé devant chez Peterson, les portes du saloon battant dans le vent levant. Personne ne leva les yeux jusqu'à ce qu'il arrête son cheval en dérapant devant le bureau du shérif. Inondation! Sa voix claqua à travers la rue. Gagnez les hauteurs maintenant! Les têtes se tournèrent, les visages fixèrent. Personne ne bougea. Le shérif Burroughs sortit de son bureau, une main sur son ceinturon. C'était un homme lourd, au visage rouge, avec une moustache qui avait besoin d'être taillée. Callahan, tu as du culot de te montrer ici. Écoutez-moi. Beau sauta de sa selle. Willow Creek déborde. Toute la vallée sera sous l'eau dans une heure d'été.
Une inondation. Brooks rit. Il n'a pas plu depuis 6 semaines. C'est ça le problème. Les montagnes ont retenu la fonte des neiges. Quand ça cède, quand ça cède, le shérif secoua la tête. Tu es fou, Callahan. Tu l'as toujours été. Le sol trembla. Beau le sentit à travers ses bottes, un frisson profond et rythmé, comme le battement de cœur de quelque chose d'énorme qui s'éveille. Le cheval derrière lui hennit et tira sur les rênes. Vous sentez ça? Beau pointa vers le nord de la ville. C'est l'eau qui descend par le canyon. Les gens se rassemblaient maintenant, sortant des magasins, des Porsche. Les deux femmes de chez Peterson, le vieil homme du saloon. Tom Morrison, son poignet gauche encore bandé, debout à la porte du magasin de fourrage. Ils fixaient tous Beau. Personne ne bougeait. Puis le bruit arriva. Un rugissement, bas d'abord, comme un tonnerre lointain qui ne s'arrêtait pas. Il devint plus fort, plus profond. Les planches sous leurs pieds commencèrent à trembler. Beau n'attendit pas la permission. Il courut vers la maison la plus proche, un bâtiment bas en bois au bout de Main Street. Il martela la porte de son poing. « Sortez! Allez à l'église maintenant! » La porte s'ouvrit. Une femme avec un bébé sur la hanche le fixa, les yeux écarquillés. « Allez-y! » Il attrapa son bras, l'attira vers la rue. « Courez! » Le rugissement devenait plus fort. Beau pouvait le voir maintenant. Une ligne sombre au bout de la ville, avançant vite. De l'eau brune et bouillonnante, charriant branches et débris, roulant vers eux comme une chose vivante. Les gens commencèrent enfin à bouger. Des cris, des bruits de course, le fracas des portes qui claquent. Beau allait de maison en maison, frappant, criant, traînant les gens dehors quand ils étaient trop lents. Un vieil homme qui marchait à peine, un garçon figé par la terreur, une femme qui essayait de retourner chercher son chat. L'eau frappa les premiers bâtiments alors que Beau était encore dans la rue. Elle lui monta aux genoux, puis à la taille. Froide, terriblement froide. Le courant agrippait ses jambes. Essayant de l'entraîner vers le fond, il s'arc-bouta contre le poteau d'attache, regardant la marée brune déferler. Un cri perça le vacarme. Beau se tourna. À 30 pieds, accroché à une rambarde de Porsche, un enfant luttait contre l'eau, petit, peut-être 5 ans, un garçon aux cheveux blonds plaqués sur la tête. Beau se repoussa du poteau. Le courant le percuta, essayant de le faire pivoter. Il lutta un pas, deux. L'eau lui arrivait à la poitrine maintenant, pressant contre lui comme une main géante. La prise du garçon glissait. Beau se jeta en avant. Sa main se referma sur le poignet de l'enfant juste au moment où les petits doigts lâchaient une prise. Il tira le garçon contre sa poitrine, sentit les bras maigres s'enrouler autour de son cou. « Je te tiens. » Les mots sortirent, rauques. « Tiens bon. » Il regarda autour de lui. L'église était sur les hauteurs, à 50 yards. Entre lui et l'église, l'eau bouillonnait de débris. Planches brisées, une chaise qui tournait, quelque chose de sombre qui pouvait être un veau mort. Sur le toit de la maison la plus proche, les gens se rassemblaient. Ils voyaient Mme Morrison là-haut. Son visage blanc, sa bouche ouverte. Beau pataugea vers la maison. Chaque pas était une bataille. L'eau poussait et tirait, essayant d'arracher le garçon de ses bras. Ses bottes glissaient sur la boue en dessous. 2 fois, il faillit tomber. Il atteignit la maison. L'eau lui arrivait aux épaules. « Prenez-le !» Il souleva le garçon au-dessus de sa tête. Des mains se tendirent depuis le toit. Les mains de Mme Morrison tirèrent l'enfant vers le haut. Le courant prit Beau de côté. Ses pieds se dérobèrent. Il coula, avala de l'eau, remonta en s'étouffant. Sa main trouva un cadre de fenêtre. Il s'accrocha. L'eau continua de monter pendant 2 heures. Beau se déplaçait dans l'inondation, marchant, nageant, tirant les gens des fenêtres et des porches. Ses mains saignaient à cause de la corde utilisée pour hisser une famille sur le toit du magasin général. Ses épaules brûlaient à force de soulever. Ses jambes crampaient dans l'eau froide. Il trouva Tom Morrison piégé dans le magasin de fourrage, de l'eau jusqu'au menton, son poignet bandé coincé sur un clou. Beau défonça la porte d'un coup de pied, coupa le bandage avec son couteau, traîna l'homme dehors sans un mot. Tom le fixa, ne dit rien, se laissa tirer en sécurité. Quand l'eau commença enfin à se retirer, le soleil était bas derrière les montagnes. Main Street était une rivière de boue et de débris. Les maisons penchaient sur leurs fondations.
Le saloon avait perdu sa façade, mais tout le monde était là. Tout le monde était en vie. Beau s'assit sur les marches de l'église méthodiste, ses vêtements trempés, ses mains enveloppées dans des bandes déchirées de sa propre chemise. Le sang avait déjà traversé les bandages. Il s'en fichait. Il était trop fatigué pour s'en soucier. Madame Morrison marcha vers lui. Son petit-fils s'accrochait à sa main, enveloppé dans le manteau de quelqu'un, frissonnant, mais entier. Elle s'arrêta devant Beau. Sa bouche s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit à nouveau. Vous avez sauvé mon petit-fils. Beau regarda ses mains abîmées. J'ai juste fait ce qu'il fallait. Madame, je me suis trompé sur vous. Il ne leva pas les yeux. Ça n'a pas d'importance, aucune. Ça en a pour moi. Beau leva enfin les yeux. Le visage de Madame Morrison était strié de boue et de larmes. Les gens de Copper Creek se tenaient en groupe, l'observant. Tom Morrison était parmi eux, son bras libéré du bandage, le visage illisible. Personne ne le traitait de tueur. Personne ne détournait le regard. Mais Beau ne pensait qu'à Rose, seule à la cabane, attendant son retour. Il essaya de se lever. Ses jambes lâchèrent. Il retomba lourdement sur les marches de l'église. Quelqu'un lui apporta de l'eau. Quelqu'un d'autre une couverture. Des voix tourbillonnaient autour de lui, mais il ne distinguait pas les mots. Le soleil se coucha, les étoiles apparurent. Et Beau restait assis là, trop épuisé pour bouger, fixant la route qui menait à la crête. Vers elle, Beau chevaucha à travers la nuit. La route était emportée par endroits, prise de boue et de débris. Il dut faire 2 détours, cherchant son chemin un terrain inconnu dans l'obscurité. L'alezan était épuisé, l'écume tachant son encolure. Mais il continuait d'avancer, un pas après l'autre. La lune se leva sur les montagnes, jetant une lumière argentée sur l'herbe mouillée. L'inondation n'était pas montée si haut. La terre semblait la même que toujours. Prairie jaune, pin sombre, la ligne de crête se découpant sur les étoiles. Il passa le dernier virage alors que le ciel rosissait. La cabane se tenait là où elle avait toujours été. De la fumée montait de la cheminée. La fenêtre brillait de la lumière de la lampe. Rose était sur le porche. Elle ne courut pas vers lui. Elle se tenait là, une tasse en étain dans les mains, la vapeur montant dans l'air frais du matin, et le regardait arriver. Ses cheveux étaient détachés sur ses épaules. Elle portait la robe en calicot bleu qu'elle avait faite avec un vieux rouleau de tissu trouvé dans le placard. Beau mit pied à terre, ses jambes faillirent flancher. Il se rattrapa à la selle, attendit que le monde arrête de tourner. Rose descendit les marches. Elle prit les rênes de ses mains. « Je m'occupe du cheval, dit-elle. Allez à l'intérieur. » Il voulait discuter, lui dire qu'il pouvait le faire lui-même. Mais ses mains tremblaient, ses yeux brûlaient, et les mots ne venaient pas. Il la laissa le conduire au porche. Il s'assit lourdement sur la marche du haut et ferma les yeux. Quand il les rouvrit, le soleil était haut. Il était allongé sur le lit dans la cabane. Une couverture tirée sur lui. Ses bottes retirées. Ses mains lavées et enveloppées dans des bandages blancs et propres. Rose était assise près de la fenêtre, son aiguille traversant le tissu. Elle leva les yeux quand il bougea. « Il y a du café sur la cuisinière, dit-elle, et des biscuits quand vous serez prêt. » Beau se redressa. Tout son corps lui faisait mal. Ses mains lançaient sous les bandages. La douleur semblait lointaine. « J'ai dormi combien de temps? 12 heures, peut-être plus. » Il regarda la fenêtre. La lumière avait changé. C'était l'après-midi maintenant, doré et chaud. « La ville est toujours debout, dit-il. En grande partie. Quelques dégâts, mais tout le monde s'en est sorti. » Rose hocha la tête. Elle ne demanda pas de détails. « Vous devriez vous reposer encore. » Je me suis assez reposé. Elle posa sa couture et traversa la pièce. Elle s'assit au bord du lit, assez près pour qu'il sente le savon à la lavande qu'elle utilisait. « Vous êtes revenu, dit-elle. Je vous l'avais dit. » Sa main trouva la sienne. Elle la tint doucement, faisant attention aux blessures. Un mois passa. La ville se reconstruisit, la boue sécha, la vie reprit son cours comme toujours là où la survie n'est jamais garantie. Tom Morrison chevaucha jusqu'à la cabane un mardi après-midi. Beau réparait la clôture du corral quand il entendit le cheval approcher. Il se redressa, marteau en main, et regarda l'homme descendre de cheval. Tom resta là un long moment, son chapeau entre les mains. « J'avais tort, dit-il enfin, sur vous, sur ce qui s'est passé. » Beau posa le marteau. « C'était il y a longtemps.
Ça n'a pas d'importance. Ce qui est mal est mal. Tom tendit la main, sa main droite, celle que Beau avait cassée. Je suis désolé. Beau regarda la main tendue, puis il la serra. Ils ne dirent rien d'autre. Ils n'en avaient pas besoin. Le dimanche suivant, un cavalier apparut sur la crête, jument grise, celle d'Amazon. Madame Morrison. Elle chevaucha jusqu'à la cabane seule, le dos droit, le visage plus doux que Beau ne l'avait jamais vu. Le révérend Harrison passera par ici la semaine prochaine, dit-elle. Je lui ai demandé de s'arrêter, si vous êtes d'accord. Beau fronça les sourcils. Pourquoi faire? Madame Morrison regarda Rose debout dans l'encadrement de la porte, puis revint à Beau. Il me semble que vous devriez être mariés correctement si vous comptez vivre ici ensemble. Rose descendit du porche. Elle se tint près de Beau, son épaule touchant la sienne. Nous aimerions beaucoup cela, dit-elle. Le mariage fut petit. Le révérend Harrison lut dans une Bible usée. Madame Morrison servit de témoin, son petit-fils lui tenant la main. Tom Morrison serra à nouveau la main de Beau après. Une vraie poignée de main cette fois, de genre qui signifie quelque chose. Rose portait une robe en mousseline blanche qu'elle avait cousue elle-même, au point petit et régulier. Beau portait une bague faite d'un penny en cuivre qu'il avait aplati au marteau dans la grange. Le même penny que son père avait donné à sa mère le jour de leur mariage. Ce soir-là, ils s'assirent sur le porche alors que les étoiles apparaissaient. Le ruisseau murmurait derrière eux. La montagne se dressait sombre contre le ciel. Rose posa sa tête sur son épaule. « Beau, c'est ici la maison. » Il passa son bras autour d'elle, la serra contre lui. « Ouais, dit-il, c'est vrai. » Ce mot n'avait jamais rien signifié avant. C'était toujours juste un endroit, 4 murs et un toit, un lieu pour dormir. Mais maintenant, assis là avec Rose à ses côtés et les étoiles au-dessus, avec le bruit du ruisseau remplissant le silence, maintenant, il comprenait ce que sa mère voulait dire toutes ces années auparavant. La maison n'était pas un endroit. La maison, c'était là où quelqu'un attendait votre retour. Il y a un calme qui vient après une histoire comme celle-ci. Passe le genre qui a besoin d'être comblé. Le genre qui reste avec vous comme un vieil ami assis sur un porche le soir. Ne demandant rien, n'offrant rien d'autre que sa présence. Beaucoup d'entre nous savent ce que ça fait d'être à la croisée des chemins. Les poches vides et nulle part où aller. Certains ont porté le poids d'être incompris. D'entendre leur nom chuchoté par des gens qui n'ont jamais demandé notre version. Et peut-être savez-vous ce que signifie trouver refuge dans un endroit inattendu. Pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que quelqu'un a choisi de vous voir quand les autres détournaient le regard. Ces choses n'ont pas besoin d'être expliquées. Elles n'ont pas besoin d'être résolues. Elles sont, simplement. Et c'est bien de les laisser reposer là, dans cet espace tendre entre ce qui était et ce qui est devenu. Certains sentiments sont faits pour être gardés silencieusement, comme une lettre jamais envoyée, comme une photo gardée dans un tiroir. Vous n'avez pas à les comprendre. Vous avez le droit de simplement les laisser être. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté.